mon père a passé déjà le concours en 1936. Et il entraîne avec lui d'autres souffleurs qui la même année ont passé le concours. Donc ils se sont retrouvés à 4 meilleurs de France en 1936, suivi en 1939, et puis un peu plus tard, à chaque promotion, il y avait des Lyonnais. On peut considérer que Lyon peut être le centre de MOF le plus grand en France, parce que mon père les incitait dans la profession à participer. Ce concours, datant d'ailleurs de 1924, était connu puisque l'un des souffleurs de verre lyonnais a passé le concours des meilleurs ouvriers de France en 1933. C'est un nommé Servin qui travaillait sur la silice pure. Et ça a donné envie à mon père de participer au prochain concours des meilleurs ouvriers de France en 1936. De là, il en a entraîné plusieurs de ses camarades. Ils se sont retrouvés 4 à passer le concours et à le réussir. À ce moment-là, c'était une pièce libre. Et je me rappelle quand il préparait son concours monté sur un support en bois, on en revient à la menuiserie, et bien tous les voisins l'ont aidé, à savoir que le menuisier d'à côté qui était carrossé, il lui a fait son bâti, le chromeur a nickelé en somme tous les éléments métalliques pour ça qu'il ait les plus de chance. Et lui, il a construit sa pièce de Véry qui est partie à Paris. Et lorsqu'il a été nommé meilleur ouvrier de France, c'était presque la fête dans le quartier, puisque Radio Lyon, qui était une émission lyonnaise, lui a demandé, l'a interviewé, et un jour, c'était un mercredi, eh bien, Paul Pignat parlait à la radio, et dans le quartier, tout le monde était à écouter la radio, car c'était une célébrité. Même le journal Guignol, avec le professeur M. Garnier, surnommé Pickwick, il était professeur à la Martinière, a fait un très bel article sur les siffleurs de verre, non pas les souffleurs de verre. Voilà. Pourquoi souffleur? Ben, souffleur, c'est celui qui souffle, et siffleur, c'est un peu déformé, quoi, c'est un peu rigolé. Comme les siffleurs de verre, c'est quelqu'un qui boit la bouteille et qui siffle. Voilà. Donc, tout le quartier, vous voyez ça comme une célébrité, quoi. Et puis, de là, le concours avait déjà, il cherchait à se rassembler. Il y avait toujours un meilleur de France de cette profession de souffleur ou d'autres professions qui venaient à l'atelier et c'était des grandes conversations. C'est pour ça qu'il en a entraîné d'autres. En 1939, d'autres souffleurs ont participé au concours, dont Marcel Saunier, qui était une vedette de la Spécia, de Rhône-Poulenc, etc. Et du coup, ce groupement de souffleurs de verre a formé presque une amicale entre eux. Et dès les années 1939, l'idée de réunir tous les meilleurs de France avait eu lieu. Mais la guerre est arrivée. Donc tout fut interrompu momentanément. J'ai gonflé un peu la famille, à savoir que je suis né, avec la perspective peut-être plus tard de lui succéder. Donc atelier et appartement, ça fut toute ma vie, d'entendre le chalumeau, de voir sa couleur, de voir le verre s'étirer, et sans vraiment apprendre le métier, je n'ai pas cessé en somme de voir les ouvriers opérer et réaliser des pièces qui me fascinaient, sans savoir que par la suite, j'étais censé leur succéder. Professionnellement, enfin, j'avais cette idée aussi de peut-être de construire un bel atelier, puisque dès les années 1942, j'avais fait une maquette qui correspondait déjà à mon projet futur, avec 3 arches que l'on retrouve actuellement dans la banlieue lyonnaise. Alors on va revenir au tout début. Vous veniez à l'atelier de votre père. C'était un peu l'école de la vie. Comment vous veniez? Vous aviez L'appartement familial était contigu de l'atelier. Et tant que même petit gamin, j'étais fasciné par la flamme, comme tout le monde peut l'être. Rentrant de l'école, je m'asseyais sur un tabouret, je regardais les ouvriers travailler, on dialoguait, et petit à petit, évidemment, je m'en imprégnais, sans savoir que
j'avais envie de faire ce métier où on m'y prédestinait, quoi. Ok. Et du coup, c'est la transmission avec votre père, comment ça s'est passé exactement? La transmission, eh bien, les ouvriers, à cette époque, souvent, pour gagner peut-être 2 francs de plus, cherchaient à aller opérer, s'exercer, et puis voir d'autres méthodes dans d'autres ateliers, qui étaient assez nombreux dans des années d'avant-guerre. Et en ce qui concerne mon père, ben, il est évident que je le regardais aussi, tout aussi fasciné, parce qu'il avait une certaine personnalité, même une élocution auprès de ses clients, qui en somme, peut-être, intuitivement, me servait un peu de modèle. Après la guerre, j'ai fait des études à l'école de la Martinière, dans un but de faire du dessin surtout, et avec l'arrière-pensée de pouvoir redessiner les pièces de soufflage de verre, et même faire de la menuiserie, car à l'époque, tous les bâtis de laboratoire étaient en bois, donc il fallait être menuisier. Donc mon père avait bien peut-être l'intention de me pousser un peu dans le métier. Puis c'est venu assez brusquement, dans les années 1947, un ouvrier est allé se monter à son compte à Saint-Étienne, un deuxième a rejoint un autre atelier, conclusion, sans ouvrier, mon père était ennuyé, et je lui dis, et pourquoi pas moi? Et il me dit, à la rentrée des classes, au mois d'octobre, on verra. Mais à partir du moment qu'il a dit on verra, ça voulait dire qu'il acceptait que je vienne travailler avec lui. Ce qui veut dire que quelques jours après, je donnais ma démission à la Martinière au mois de juin, et le 17 juin, jour de fête, eh bien, je rentrais dans l'atelier et je soufflais mon verre professionnellement. Le concours pendant la guerre fut interrompu, puisque même les meilleurs ouvriers de France de 1939 n'avaient pas encore reçu leur médaille. Les cérémonies, les rassemblements étaient absolument interdits. Donc les premières médailles ont été remises dans les années 1946. Et de là, c'est le fils du créateur du concours à Paris qui, en somme, a relancé le concours qui a été complètement interrompu après la guerre. Mais le premier concours avec épreuve eut lieu en 1949. Et de là, de nouveau, Paul Pignard pilotait un petit peu d'abord ses collègues verriers, comme bien d'autres, et on avait déjà de fortes promotions. D'ailleurs, la promotion de 1949, il y avait 350 candidats pour la France. C'est un mouvement national, bien sûr, mais qui en somme était piloté uniquement par Paris à l'époque. Mais dans les départements, il y avait cette envie de se regrouper et de former une véritable amicale qui n'existait absolument pas. Donc dès les années 1951, mon père a rassemblé dans un bistrot lyonnais tous les meilleurs de France qui avaient été diplômés depuis 1924 jusqu'à 1949 pour dire on va se réunir. Et compte tenu que c'est lui qui organisait, ben, il fut spontanément baptisé président des meilleurs ouvriers de France, de la section lyonnaise. Les paris ne voyaient pas ça d'un très très bon oeil, parce que les cotisations allaient peut-être un petit peu court-circuitées pour faire le bal parisien. Mais je ne sais pas, il y avait cette envie de se réunir, et aidé en cela par un cuisinier lyonnais qui était nommé Nandron, qui en somme dit, dit à mon père, si tu veux les réunir, il y a une seule solution, il faut leur payer un gueuleton, un machon, comme on dit à Lyon. Il les a invités gratuitement dans son restaurant du quai Jean Moulin, et c'est ainsi que la section lyonnaise a été créée autour d'une bonne table. Voilà. D'abord, je rappelle que je suis rentré dans le métier le 17 juin 1947. De là, dans l'atelier de mon père, je me suis un peu formé presque tout seul, mais j'avais une telle liberté que seulement c'est ce qui m'a servi, le fait de ne pas être redirigé et de ne pas subir peut-être
des méthodes plutôt anciennes. J'étais seul, mais très rapidement, mon père m'a fait venir un collègue qui par la suite a été diplômé, mais Louis Monin, et tous les deux, eh bien, on n'arrêtait pas d'échanger pour trouver des solutions. Et pendant toutes ces années-là, 1947, 48, 49, eh bien, on évoluait. 1950, c'était l'armée, je suis parti pendant 18 mois. Mon collègue m'a bien remplacé pendant ce temps. Et puis, on continuait. Mais, pour vous parler des meilleurs de France, c'était un peu le rendez-vous des meilleurs de France et surtout des meilleurs de France souffleurs de verre qui venaient souvent à l'atelier. Donc, ce terme, si vous voulez, c'est pas que j'avais particulièrement envie, mais je ne cessais de voir ces ouvriers qui étaient des experts et j'admirais déjà leur performance. Avec toujours cette envie peut-être de les dépasser. Certainement que ma formation un petit peu à la Martinière en dessin m'a énormément servi, car c'est la première fois qu'on faisait des véritables dessins sur grande planche. Avant, c'était un peu une inspiration et les pièces n'étaient pas des plus grandes dimensions, l'outillage étant limité, bien entendu. Et alors, un jour, c'est en 1954, mon père est rentré à l'atelier, il a dit il y a un concours de meilleurs de France. Il m'a dit à moi et à mon ouvrier, je vous ai inscrit d'office, donc débrouillez-vous et vous me faites honneur, vous devez réussir. Et là, il a fallu pondre son sujet, créer son sujet. Et pendant des mois, eh bien, j'ai potassé des vieux bouquins et autres, mais ce n'est pas dans les vieux bouquins qu'on allait trouver une pièce de maître. Donc il a fallu un petit peu toute la créer, l'inventer, la dessiner. Et puis jusqu'au bon moment où c'est parti, et là c'est devenu la passion de réaliser son chef-d'œuvre, ce que tout le monde peut ressentir. Et puis aidé ensuite, même par mon compagnon ouvrier, qui travaillait de son côté, quoi. Donc dans l'année 1954-1955, eh bien on s'est présenté. Nos pièces ont été jugées à Lyon, d'abord avec des compétitions un petit peu tous dans le même atelier, où là toute la profession s'était déplacée pour nous voir travailler en une demi-journée. On avait une pièce d'essai à faire en 5 heures. Le concours consistait déjà en une épreuve imposée, manuelle, devant public, pour être sélectionné. Donc on devait être 5 peut-être, et 3 ont été retenus. Moi, mon ouvrier et un autre ouvrier de Rhône-Poulenc. Et de là... Qu'est-ce qui vous a le plus captivé, qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour réaliser cette première œuvre? Eh bien, la motivation, elle venait parce que j'étais entouré de souffleurs de verre que je considérais comme des maîtres. Et le fait, en somme, d'être égal à eux, ou même mieux, m'incitait à une performance presque sportive. On s'entraînait avec des gestes de plus en plus rapides, et on se minutait pour, en somme, réaliser telle pièce en tant de temps. Et ceci était la compétition, je dis bien, sportive. De là, on a réalisé notre chef-d'œuvre, qui fut sélectionné sur un plan départemental, médaille d'or, et nous sommes montés à Paris, où là toutes les pièces sont réunies. Il y avait beaucoup de souffleurs de verre, il y a facilement une bonne dizaine de candidats souffleurs de verre, avec des pièces plus ou moins grosses, parce qu'à l'époque, on était limité par l'outillage, quoi. Et ma pièce est passée sur les dizaines. On devait être 3 à être meilleurs de France. Ceci dit, quand on est revenu à Paris, revenu de Paris à Lyon, eh bien, il y avait cette notoriété, ça a passé sur les journaux, et tous les universitaires qui étaient nos clients et qui tous les jours venaient à la boutique pour se faire une pièce ou pour venir faire réparer, quand ils rentraient dans l'atelier, ils nous disaient bonjour le MOF. Le MOF, c'est-à-dire les mots qui en somme symbolisent les meilleurs ouvriers de France.
Et moi-même, à ce moment-là, je suis devenu un petit peu la vedette. Sans jalousie de mon père, pas du tout. On était deux meilleurs de France, ce qui était en somme une belle performance et qui a donné en plus une renommée sur le plan lyonnais et même sur le plan français. Ceci, c'est remarqué. Et les idées, le fait de comprendre son client, ça dépassait le cadre d'une exécution. Et quand on travaillait dans l'atelier de mon père, le client venait, il suggérait un petit peu, il souhaitait avec telle idée qu'on réussisse une pièce, et sur un coin de table, j'avais l'habitude de dessiner très rapidement, on commençait à dessiner, mais on n'avait pas encore la planche à dessin à ce moment-là. Mais le client, quand il venait, il savait qu'on cogitait et on trouvait toujours quelque chose qui permettait d'évoluer. Donc une réputation. Pour justifier presque ce titre de meilleur de France, tous les jours, j'étais un peu remis en question. C'est pas quand, voilà. Ça, c'est assez important. Le sport, à partir du moment qu'on a réussi une performance, on doit se maintenir. Et particulièrement dans le travail, on vient nous voir parce qu'on aura toujours une solution et on attend de nous qu'on résolve tout et que ça soit toujours impeccable et que ça fonctionne. C'est une mentalité que l'ouvrier arrive à acquérir et puis qui permet en somme d'établir une relation avec la clientèle directe et qui permet aussi nous-mêmes, en rencontrant un petit peu, c'est une chance, en rencontrant tous les universitaires qui étaient des grands, des doctorats de sciences, etc., eh bien, ça a permis de nous former à autre chose que du pur manuel, mais d'une façon intellectuelle à l'évolution de notre profession. D'où, en tant que meilleur de France, on a un rôle de rechercher des nouveaux appareils et disons d'aider et puis se faire une renommée. Tous les jours, on nous demande de réussir et d'être le meilleur, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours qu'on va conserver jusqu'à la retraite, hein. Il faut le justifier malgré qu'on prenne de l'âge. Hein, ça nous a fait créer et puis surtout, ça a attiré même une forme d'une part une clientèle et puis même une équipe de souffleurs qui souhaitaient venir travailler au contact des meilleurs de France. Donc j'ai beaucoup de jeunes qui sortaient des écoles de Paris qui pour la première fois venaient en Provence pour travailler avec un meilleur de France. Un petit peu comme chez les cuisiniers. Une formation technique déjà par le dessin qui permettait d'être beaucoup plus rigoureux que le simple croquis sur un bout de papier. Ça, c'est important. Et puis petit à petit, on tombait dans une évolution où le client nous demandait des pièces de plus en plus compliquées et de plus en plus grosses. Et où on était limité par la longueur de nos doigts et notre force physique. De là à vouloir voir plus grand, c'est là qu'on s'est mis à mettre au point, les dessiner, des tours de soufflage de verre qui permettaient d'entraîner la masse de verre qu'on ne pouvait pas supporter à la main, mais qu'un tour allait pouvoir entraîner. Et c'est ainsi que j'ai mon premier tour réalisé avec un vieux bâti de machine à coudre de ma mère. Le fait de pédaler faisait déjà tourner la pièce. Il n'avait qu'une tête. Et puis on a mis une deuxième tête synchronisée qui remplaçait le mouvement de la main. Ça, c'est important. Et petit à petit, eh bien, on a grossi. On a même acheté de l'outillage aux États-Unis, aussi un peu en Angleterre. Et là, on est parti pour pouvoir faire des pièces de grande dimension. À ce moment-là, on parlait de diamètre 150, 200, chose qu'on ne peut pas tenir à la main. Et puis, jusqu'au moment où il fallait partir et s'agrandir. Parce que l'atelier de soufflage de mon père était insuffisant. Être meilleur de France, ça reste un petit peu, c'est comme un sportif qui est peut-être champion de sa catégorie, champion de son pays, champion d'ailleurs. C'est d'être au top niveau et à ce moment-là, ça fait envie à des plus jeunes de pouvoir en somme se frotter à ces meilleurs là et eux-mêmes de le devenir. La preuve, c'est que lorsque je me suis monté artisan, j'ai déjà pas mal entraîné et au bout d'ailleurs de 13 ans, en 1973, on avait carrément construit une usine en banlieue, ce qui était impensable.
c'était utopique de construire sur un terrain de 5000 m² une usine au sol qui faisait 1200 mètres. Et là, mes ouvriers ont pu s'exprimer et même 2 ont passé le concours et l'ont reçu brillamment avec d'entrée un vin que le jury leur a donné par la dimension des pièces qu'on avait réalisées et qui n'étaient pas connues encore. Et de là, pratiquement à chaque concours, eh bien, l'un des nôtres se représentait. On en a eu d'autres, encore en 1982, Daniel Jambon et Garapon, qui ont été meilleurs ouvriers de France. Et puis, le temps a passé. Et puis, je suis arrivé à un âge, l'âge dit de la retraite. Enfin, dit la retraite, c'était fictif. 60 ans, paraît-il, hein, à ce moment-là. Mais pas que l'envie de m'arrêter. Mais mes fils, qui avaient fait des études, dont le dernier qui était ingénieur en génie chimique, nous apportait un plus qui a dépassé le cadre de la verrerie. Car nos pièces de verre, cette fois-ci, eh bien, on les premiers dans des ensembles. On ne vendait pas une pièce de verre, on vendait une installation. Donc le tout était monté sur des châssis. Et puis il a fallu faire monter aussi les câblés au point de vue électrique. Puis l'électricité, on est venu à l'informatique. Et on a beaucoup travaillé à ce moment-là avec des entreprises comme par exemple les centres nucléaires de Grenoble, Saclay, et puis les pétroliers. Et les pétroliers qui nous ont ouvert les portes, car le pétrole, ben, c'était l'Iran, c'était l'Irak. Et l'Institut français du pétrole avait également pour consigne d'aller dans ces pays-là et de promouvoir les entreprises françaises. Ce qui fait que nos premières grosses exportations, entre autres en Irak, furent quand même 50 colonnes de distillation qu'on a expédiées dans les années 1967, ça déjà. Et ce qui a fait qu'on a vécu une vie, et moi j'ai vécu une vie assez passionnante et constamment en évolution. Et on arrive un petit peu à la fin du cycle, c'est-à-dire dans les années 1990, j'ai 60 ans, je répétais tout à l'heure, mes fils maintenant mènent l'entreprise en gestion et sur les grandes idées, mais pas question de m'arrêter à faire du soufflage de verre. J'ai jamais senti vraiment la transition. Je suis là et les jeunes ouvriers continuent à être formés. Entre autres, Béatrice, une jeune souffleuse qui sortait de l'école, qui est revenue chez nous en 1988 et qui s'est mise au travail. Et plusieurs années après, ça sera cette fois-ci en 2004, elle passera elle-même le concours. C'était la première femme française, la première souffleuse de verre, meilleure ouvrier de France. Et je dirais pas que je m'ennuyais, mais on disait pourquoi pas faire une spécialité des souffleurs de verre en verrerie artistique. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Il y avait les verreries de Baccarat, les verreries de Saint-Louis, etc. Mais c'est des pièces massives. Mais une pièce faite par nos techniques avec des cylindres les uns dans les autres, ça n'existait pas. Alors j'ai fait un dessin et avec un thème bien particulier parce qu'en verrerie artistique, on ne peut pas imposer un sujet. On peut imposer on peut pas imposer un croquis. Il y a toujours une part d'indépendance. On imposait plutôt un sujet. Et le sujet, c'était assez abstrait, puisqu'il disait, dans l'abstraction et l'imaginaire, évocation de la rotation, du cycle et du mouvement. Rien que ces mots-là a fait que beaucoup de candidats n'ont pas tellement insisté. Et compte tenu qu'il n'y avait aucune personne qui se présentait, je me suis présenté pour relever le défi, pour dire qu'on pouvait faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai passé ce deuxième concours à l'âge de ma retraite, en verrerie artistique, et qui était une première par sa dimension et par la complicité qui relevait des difficultés qu'on ressent dans le laboratoire, dans le scientifique. Être un meilleur ouvrier de France, c'est déjà un état d'esprit, car on est susceptible de toujours défendre ce challenge, ce titre qu'on a eu une fois, mais que l'on doit en somme faire apprécier journellement, de tous les jours. Il n'y a pas d'arrêt. On ne passe pas peut-être comme un championnat de boxe ou d'ailleurs,
il faut toujours se maintenir. Et il n'y a aucune pitié, même jusqu'à l'âge de la retraite, eh bien, on est censé être les meilleurs, c'est peut-être un peu prétentieux, et ça maintient, ça donne envie de continuer, et de continuer à apprendre. Et quand on dit apprendre, c'est également transmettre, parce que c'est en transmettant qu'on apprend soi-même. J'ai formé beaucoup de jeunes ouvriers, démarrant à zéro, souvent à 15 ans, et qui sont devenus d'excellents des experts, hein. Encore actuellement de nos jours, toute l'équipe sont des gamins qui sont entrés à 15 ans et qui intellectuellement ont énormément progressé entre eux, parce qu'on leur demandait constamment de la performance. De très bons ouvriers, il y en avait eu une bonne vingtaine, et puis beaucoup d'autres ont été formés, qui sont repartis souvent dans leur ville, entre autres sur Paris. J'avais des jeunes qui venaient, et puis qui repartaient ensuite pour avoir des situations. Beaucoup ont été chefs d'atelier, d'autres se sont montés à leur compte. Il y a de très grosses entreprises qui sont du côté de Rouen, du côté de Colombes, à Paris. On peut, presque dans toutes les belles entreprises, c'est toujours un gars qui est sorti de chez nous. C'est presque une philosophie de vie, et une fois qu'on l'est, on meurt avec. On va jusqu'au bout. Bon ben dis donc, on va pouvoir souffler le verre là-dessus. Ah ben, de monter à la Croix-Rousse là-haut, l'ami Renancy, oui, d'accord. À chacun de mes anniversaires, ça doit être un événement. En effet, pour mes 90, là, tout le monde parlait, il y avait des émouettes un peu, d'abord de Lyon, et puis même de Paris, il y a le président national qui m'a fêté son anniversaire. C'était dans le Jura avec Angelo? Oui, oui, c'est ça, et oui, bien sûr. C'est pas particulièrement sympa, quoi, tout ça. Hein. Ah ouais. C'est le fait que je recherche, j'ai trié un peu tous mes trucs, les bouquins je les ai mis un peu de côté parce que j'ai les premiers bulletins qui ont été faits, et j'ai connu tout le premier bureau quoi, qui venait chez mon père avant que je sois meilleur de France. Quoi. C'est bon. Vous les avez écartés, ça c'est de la fâcherie ça.